Elle a grandi en pensant que personne ne remarquait son existence. Elle est passée par des foyers, des rues et des mains qui ne l'ont jamais tenue par choix. Jusqu'au jour où elle a été vendue comme aide-soignante émotionnelle à un millionnaire dans le coma, un contrat étrange, payé en espèces, signé par des gens qui ne la regardaient pas dans les yeux. Ils lui ont dit qu'il ne sentait plus rien. Mais la troisième nuit, quand elle a pris sa main et murmuré son nom, une larme a coulé, et le monde entier a semblé retenir son souffle. Le couloir était un tunnel de marbre et de silence. Les lumières blanches du plafond ne clignotaient pas, mais tout ici semblait sur le point de s'effondrer. Élise marchait lentement, comme si chaque pas pouvait déclencher une alarme invisible. Elle fut conduite jusqu'à la dernière porte à gauche. La femme en robe bordeaux la regarda comme on examine une pièce défectueuse. « Votre service commence maintenant. Il est sous sédatif. Parlez peu, touchez moins. » La chambre était bien trop grande pour un seul corps. Antoine de La Fontaine, l'homme dans le coma, paraissait plus jeune qu'elle ne l'imaginait. Peau claire, cheveux sombres, l'expression neutre de quelqu'un qui dormait depuis trop longtemps. Sur l'étagère, des livres de poésie fermés. Au mur, l'écran d'un moniteur cardiaque qui variait à peine. Élise s'approcha. « Bonjour, je ne suis qu'une de plus, je sais. » Elle posa sa main sur la sienne. C'est à ce contact que quelque chose changea. Il bougea les doigts, presque imperceptibles, mais réels. Élise n'est pas née. Elle a été abandonnée. Dans une gare routière de province à 5 ans, avec un mot froissé épinglé à son chemisier. « Je ne peux plus m'en occuper. » C'est ainsi qu'elle est entrée dans le système. Foyer, changement de nom, numéro de dossier. Pendant des années, elle a entendu plus de portes se fermer que de voix l'appeler par son nom. Elle a appris à se taire, à observer, à sourire par sécurité. Elle ne savait pas qui elle était, mais elle a appris à être ce qu'on attendait d'elle, ou à disparaître quand cela échouait. À 14 ans, elle s'est enfuie d'un foyer après avoir vu une camarade emmenée de force. Elle a dormi dans la rue, a lavé les toilettes d'un bar en échange de pain de la veille, a nettoyé des vitrines de magasins au milieu de la nuit. Elle n'a jamais demandé d'aide. Elle avait honte d'attendre quelque chose des autres. À 18 ans, elle est entrée dans une association caritative pour jeunes en difficulté. Là, elle a appris à prendre soin des autres. Les personnes âgées, les enfants, les personnes handicapées. Elle le faisait avec respect, même quand personne ne la voyait. « Vous avez des mains qui apaisent », lui dit une vieille dame un jour. C'était ça qu'elle voulait. Que quelqu'un voie ce qu'elle faisait et dise quelque chose de vrai. L'invitation pour le travail spécial est venue d'une femme élégante qui s'est présentée à l'association avec une proposition mystérieuse. Vous serez payé pour accompagner émotionnellement un patient. Rien de technique, juste votre présence. Vous avez le profil parfait, discrète, silencieuse, avec de l'expérience. Une voiture noire viendrait la chercher. Contrat signé à l'avance, argent déposé en espèces. La femme laissa sa carte et partit comme si elle venait de faire une livraison. Élise hésita, mais elle accepta, parce qu'elle était fatiguée d'essayer de vivre dignement pour toujours revenir à la case départ, parce que la somme était absurde, et parce qu'une partie d'elle, celle qui rêvait encore d'être vue, voulait croire que peut-être ce patient mystérieux avait besoin de quelqu'un qui n'avait rien à cacher, comme elle. Mais en entrant dans cette chambre silencieuse et en voyant Antoine là, immobile, intubé, entouré de capteurs, le doute la frappa comme un coup de poing. Pourquoi moi? Pourquoi me paierait-il autant pour quelque chose que n'importe quelle infirmière pourrait faire? C'est à ce moment-là que le véritable conflit a commencé. Elle était là pour prendre soin, mais quelque chose dans cet endroit lui disait que c'était bien plus qu'un travail. Ce n'était pas pour l'argent. Pas vraiment. Élise avait déjà vécu avec moins que le minimum. Elle savait comment faire durer une baguette pour 3 repas. Elle savait dormir assise dans une gare routière, utilisant son sac à dos comme oreiller et sa foi comme couverture. Elle savait se débrouiller. Elle savait survivre. Ce qu'elle ne savait pas, c'était comment on vit quand on n'est pas seulement toléré, mais désiré. Quand quelqu'un vous demande si vous êtes bien rentré et attend vraiment une réponse. Depuis qu'elle était petite, tout ce qu'Élise voulait, c'était quelqu'un qui l'attende à la porte. Un visage, une étreinte,
un « tu m'as manqué ». Mais elle n'avait jamais manqué à personne. À 6 ans, elle inventait des mères imaginaires. Elle faisait des dessins de femmes aux cheveux longs et aux larges sourires. Elle disait aux autres enfants du foyer que sa mère reviendrait bientôt, une qui saurait cuisiner, raconter des histoires, lui coiffer les cheveux sans tirer. À 10 ans, elle a passé 3 semaines dans une famille d'accueil temporaire. La femme qui s'occupait du lieu s'appelait Madame Geneviève et faisait du pain tous les samedis. C'était l'odeur la plus merveilleuse dont Élise se souvenait de son enfance. Un après-midi, Madame Geneviève lui a donné un vieux livre de poésie. « Tu as l'air de quelqu'un qui écoute le monde en silence », lui a-t-elle dit. Mais Madame Geneviève est morte d'une crise cardiaque et Élise est retournée au foyer. Plus jamais personne ne lui a offert de livre. À 12 ans, elle est allée dans une famille adoptive qui n'a pas duré. Quand elle a découvert qu'elle ne serait pas adoptée, elle a cessé de parler pendant des semaines. « Fille étrange », disait-il. C'est dans ce silence qu'elle s'est habituée à vivre, entre ce qui n'était pas dit et ce qui n'était pas entendu. Mais même dans le silence, il y avait une chose qu'elle faisait tous les jours. Elle observait. Elle observait les couples dans la rue, les familles dans les bus, les filles avec leur mère choisissant du shampoing. Elle observait la façon dont les gens se touchaient. Une poignée de main, une longue étreinte, un regard qui disait « reste encore un peu ». Et elle voulait ça. Pas l'argent, pas le luxe, pas un nouveau téléphone. Elle voulait appartenir. Être la raison pour laquelle quelqu'un respire plus légèrement. Être le détail qui manque quand il disparaît. C'est pourquoi le travail dans la chambre de l'homme dans le coma était plus qu'un salaire. C'était la chance, peut-être, juste peut-être, de signifier quelque chose. Antoine ne répondait pas, mais c'était le premier être humain qu'elle pouvait regarder tous les jours, sans peur d'être jugée. Elle parlait peu, mais quand elle parlait avec vérité. La deuxième nuit, elle a tiré une chaise et a commencé à lire à voix haute un poème du livre qu'elle avait apporté en cachette. Que reste-t-il sinon l'absence, vêtue de silence? C'était de mémoire, ce même livre que Madame Geneviève lui avait donné. Des années auparavant, la troisième nuit, elle a avoué qu'elle savait chanter, que personne ne l'avait jamais entendue, mais qu'elle chantait pour elle-même, les nuits où elle avait peur. Et quand elle a pris sa main et a chanté, quelque chose en elle a tremblé, comme si sa voix avait enfin traversé les murs du monde. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi elle s'en souciait, peut-être parce qu'Antoine était le premier à ne pas l'interrompre, à ne pas changer de sujet, à ne pas donner de conseils vides. Même immobile, il écoutait avec son corps, avec sa peau, avec le silence. Et ce silence, contrairement aux autres, ne la blessait pas. Chaque jour, Élise revenait avec plus d'envie, plus de mots, plus de souvenirs. Elle lui parlait du foyer, de Madame Geneviève, du pain du samedi, de comment elle voulait un jour ouvrir une petite bibliothèque, juste pour des enfants comme elle, un endroit qui sentirait le livre et le gâteau chaud. C'était un rêve absurde. Elle le savait. Elle n'avait pas d'argent, pas d'éducation, pas de temps. Mais elle savait aussi autre chose. Si quelqu'un comme Antoine, millionnaire, immobile, perdu dans un coma profond, pouvait encore entendre, alors peut-être que l'impossible pouvait aussi entendre son rêve. Et si c'était vrai, juste pour une seconde, cela suffisait. Parce que quelqu'un qui a vécu toute sa vie comme un silence n'a parfois besoin que d'un seul écho pour continuer. La quatrième nuit, Élise a remarqué une caméra dans le coin du plafond. Petite, discrète, positionnée en diagonale au-dessus du lit d'Antoine. Elle s'est figée, elle ne se souvenait pas qu'on lui ait parlé de surveillance constante. Elle a regardé autour d'elle. Y avait-il des microphones dans les capteurs? Et s'ils enregistraient tout ce qu'elle disait? Le lendemain matin, elle a essayé de demander à un nouvel infirmier. « C'est juste le protocole de sécurité », a-t-il répondu sèchement. Mais ses yeux évitaient les siens, comme si ce n'était pas vrai. Comme s'il avait peur d'en dire plus. Élise a commencé à se déplacer avec plus de prudence, comme si chaque pas laissait des traces invisibles. Malgré tout, elle ne pouvait s'empêcher de parler à Antoine. C'était comme si quelque chose en elle avait besoin de le dire. Même si personne ne la croyait, même si personne n'écoutait. À partir de la 5e nuit, les questions ont commencé.
Béatrice, la femme d'Antoine, est apparue à la porte de la chambre avec un sourire tendu. « Comment se comporte-t-il avec vous ?» « Il ne réagit pas. »« Excellent, continuez comme ça. Vous êtes meilleur quand vous n'attendez rien. » Elle a souri et a fermé la porte. L'air semblait plus froid après son départ. La semaine suivante, l'un des kinésithérapeutes a été renvoyé sans préavis. Un autre a disparu du jour au lendemain. Élise a commencé à se demander ce qui se passait là quand personne ne regardait. Elle a essayé d'arrêter d'y penser, mais elle n'a pas pu. Parce qu'Antoine changeait. Légèrement, lentement. C'était la chaleur de sa peau, la fréquence de son rythme cardiaque. Et, une nuit, alors qu'elle finissait de chanter la même berceuse, le moniteur a émis un bip anormal, une seule fois. Mais elle l'a vu. Le lendemain, Julien, l'infirmier le plus âgé, s'est approché d'elle lors du changement de service. Il a parlé à voix basse, presque un murmure. « J'ai vu ce qui s'est passé hier. » Élise est restée immobile, n'en parlez à personne. « Mais continuez, soyez discrète. Et si ça se reproduit, notez tout. » J'ai tout noté. Élise a commencé à écrire dans un carnet caché derrière les livres de la table de chevet. Elle notait les battements, la respiration, les légers tremblements. Elle appelait cela des signes invisibles. Mais ce qui était de plus en plus visible chaque jour, c'était la peur. Béatrice apparaissait plus fréquemment, toujours avec des questions vagues, de longs regards, des compliments faux. « Vous jouez bien votre rôle. N'oubliez pas, vous êtes ici sous contrat, pas par affection. » La 7e nuit, Élise a trouvé quelque chose sous le coussin du fauteuil où elle dormait. Un billet anonyme, manuscrit, papier plié en 4. « Si vous sentez qu'il écoute, partez. » Les autres aussi l'ont senti. Les autres, combien? Que leur était-il arrivé? Élise a regardé Antoine. Il dormait. Ou faisait-il semblant? Ses paupières ne bougeaient pas. Mais quelque chose en elle lui disait qu'il était là, prisonnier, enfoncé quelque part d'où personne d'autre ne voulait le sauver. La 8e nuit, elle a pleuré. Pas de peur, mais de ne pas savoir à qui faire confiance. Pas même à elle-même. Elle a commencé à douter de ce qu'elle voyait. Peut-être que tout était imagination. Manque. Le manque est dangereux. Elle le savait. Il vous fait voir des signes là où il n'y en a pas. Il vous fait entendre des réponses dans le silence. Mais, et si ce n'était pas le cas? Et s'il essayait vraiment de revenir? Et si les gens ici voulaient l'en empêcher? Que ferait-elle? Fuir? Rester? Faire semblant? Élise a décidé d'observer davantage, de parler moins à voix haute, de ne chanter que pendant les intervalles où les caméras changeaient de position. Elle a commencé à répéter tout ce qu'elle allait dire avant de parler. Cette maison se refermait sur elle. Mais chaque fois qu'Antoine esquissait une réponse, minime, presque invisible, quelque chose en elle se ravivait. La certitude que, même si personne ne la croyait, elle n'était pas complètement seule dans cette chambre. Quelqu'un là, même sans pouvoir parler, luttait aussi pour être entendu. Vendredi matin, Élise a été convoquée dans le grand salon. Béatrice l'attendait, assise sur un canapé en velours, les jambes croisées, tenant un verre de jus comme si c'était du champagne. À côté d'elle, 2 hommes en costume et une jeune femme aux cheveux blonds impeccables observaient Élise comme s'ils attendaient quelque chose de exotique. « C'est ça, l'aide soignante émotionnelle ?» a demandé la jeune femme, sans même cacher son ton moqueur. Élise est restée figée à la porte. Elle se sentait mal habillée, déplacée, malvenue. « Approchez, » dit Béatrice avec un sourire contenu. « Je veux vous présenter la fille d'Antoine, Chloé, et l'avocat de la famille. » La fille. Élise ne savait pas qu'il avait une fille adulte, ni qu'elle était dans la maison, ni que ce jour serait le pire de sa vie. « Elle est plutôt simple, » a commenté Chloé, tournant autour d'Élise comme on inspecte un objet. « C'est vous qui l'avez choisie, belle-mère ?»« J'ai choisi avec discernement, silencieuse, sans attache, rien à perdre. » Élise sentit sa peau se glacer. Ces mots lui ont transpercé la colonne vertébrale comme une dague silencieuse. Sans attache, rien à perdre. C'est ainsi qu'il la voyait, c'est pour ça qu'elle était là. Non pas parce qu'il lui faisait confiance, mais parce qu'elle pouvait disparaître sans que personne ne pose de questions. Chloé s'est approchée avec un faux sourire. « Il bave toujours, ou vous avez réussi à lui faire réciter un poème.
Les rires sont venus par vagues sèches. Sèches parce qu'elles n'avaient pas d'humour. Elles avaient du venin. Élise a baissé les yeux, a gardé sa contenance, a avalé chaque mot qu'elle voulait crier. On vous paie pour exister entre quatre murs, ma chère, pas pour penser que vous avez de l'importance, a lancé l'avocat, distrait par son téléphone. Les précédentes ont essayé d'être plus que des soignantes. C'était une erreur. Élise s'est mordu le coin de la lèvre. Je ne fais que mon travail. Parfait, a répondu Béatrice. Alors nettoyez sa bave et allez chanter au plafond. Et s'il vous plaît, pas de tomber amoureuse du patient dans le coma, ce n'est pas un feuilleton télévisé. La fille d'Antoine a éclaté d'un autre rire. Cette fois, en fixant Élise avec une lueur de mépris dans le regard. Peut-être qu'elle pense que, s'il se réveille, il va tomber amoureux d'elle. Ce serait comique, l'héritier millionnaire et l'ancienne sans-abri. Ces mots ont brisé quelque chose en elle. Elle s'est sentie petite, plus petite qu'elle ne s'était jamais sentie de toute sa vie. Pas à cause de la comparaison, mais parce que à ce moment-là, elle a réalisé que tout était un jeu. Elle n'était pas là parce que quelqu'un croyait en sa présence curative, mais parce que son absence n'importerait pas. Elle était la femme jetable parfaite. Élise a quitté le salon sans un mot. Le sol semblait plus dur, l'air plus épais, le poids sur ses épaules plus ancien que son propre corps. Elle est entrée dans la chambre d'Antoine et a fermé la porte avec soin. Elle s'est assise sur la chaise, l'a regardé. « Ils pensent que je suis une erreur », a-t-elle murmuré, « que tu es une perte de temps, que tout ça n'est rien. » Ses mains tremblaient, et peut-être que c'est le cas. À cet instant, quelque chose en elle a voulu partir. Elle a pris son sac, où elle cachait le carnet avec toutes ses notes, a regardé par la fenêtre. Le ciel était couvert, comme s'il partageait sa honte. Mais avant de partir, elle s'est approchée du lit d'Antoine, a passé lentement ses doigts sur son front. « Si tu es là, si je ne suis pas complètement folle, s'il te plaît, donne-moi un signe. » Rien, pas un tremblement, pas un souffle, pas une larme. Elle a attendu quelques secondes de plus, les yeux fermés, essayant de retenir ses larmes. Et puis, elle s'est tournée vers la porte. Mais avant d'atteindre la poignée, elle a entendu quelque chose. Un petit clic mécanique. Cela venait du moniteur cardiaque. Elle s'est retournée lentement. La fréquence était plus élevée, presque imperceptiblement. Elle l'a regardé, son visage immobile, sa respiration constante, et elle a su. Quelqu'un était encore là. Mais dehors, personne ne la croirait. Et si elle insistait, elle pourrait être renvoyée, ou pire. Élise a rangé le carnet, a redressé sa posture et a essuyé ses larmes avec la manche de son chemisier. Elle a ouvert la porte et a traversé le couloir comme quelqu'un qui retourne sur un champ de bataille. En passant devant le salon, elle a de nouveau entendu le rire de Chloé. Elle ne tiendra pas une semaine. On parie, mais Élise n'a pas regardé en arrière. En elle, ce qui n'était auparavant qu'un désir d'appartenance se transformait maintenant en la graine de quelque chose de nouveau. Quelque chose entre la douleur et la résistance, car même silencieuse, elle le savait. Il pouvait rire, il pouvait douter, il pouvait même la renvoyer. Mais seule, elle avait entendu ce changement sur le moniteur. Seule, elle avait vu le léger froncement de ses sourcils 2 nuits auparavant. Et seule, elle semblait voir que, derrière toute cette froideur, il y avait encore une âme qui luttait pour revenir. Cette nuit-là, Élise a mis du temps à monter dans la chambre. Elle est restée dans le jardin à l'arrière du manoir, assise sur un banc en fer couvert de rouille et de rosée. Le ciel était clair, mais le froid lui serrait la poitrine plus que la peau. Que faisait-elle là? Elle a pensé à tout ce qu'elle avait entendu des heures plus tôt, au rire de Chloé, au regard tranchant de Béatrice, à la façon dont l'avocat l'avait traitée comme si elle était invisible, ou pire, comme si elle n'avait jamais existé, silencieuse, sans attache, rien à perdre. Ces mots résonnaient, comme un sceau, une sentence. Avait-il raison? Était-elle juste en train d'être sotte à nouveau, en croyant qu'elle pouvait être importante pour quelqu'un? Est-ce que tout ce qu'elle sentait dans la chambre, les signes, les petits mouvements, les battements de cœur altérés, n'étaient que le produit de son propre manque? Elle est restée là pendant près d'1 heure,
La brise nocturne agitait les branches des arbres, mais rien ne bougeait en elle. Tout semblait stagnant. Mort. Elle est rentrée à pas traînants. L'horloge du salon indiquait 2h42. Personne dans les couloirs. Juste le faible bourdonnement d'un ventilateur et la respiration lointaine de quelqu'un dormant à un autre étage. Quand elle est entrée dans la chambre d'Antoine, le monde s'est rétréci. Là, il y avait le silence. Mais un silence différent de celui du salon de Béatrice. Ce n'était pas le silence de la supériorité, c'était le silence de l'attente. Elle s'est approchée du lit. « Tu as entendu ce qu'ils ont dit aujourd'hui ?» Sa voix est sortie rauque, fatiguée. « Que je ne suis qu'une de plus, que tu n'es qu'un corps, que je ne suis rien. » Elle s'est assise sur la chaise, a observé la ligne verte sur le moniteur. Continue, stable, mécanique. Ils disent que les autres sont partis, qu'elles ont disparu, qu'elles sont devenues folles. Elle a fermé les yeux. Est-ce que c'est ce que je suis en train de devenir ? Pour la première fois, elle a eu peur d'elle-même. Peur de voir des choses que personne d'autre ne voyait. Peur de créer des significations là où il n'y avait que des réflexes automatiques. Peur de s'être tellement attachée au seul être humain qui ne pouvait pas lui répondre, qu'elle en avait oublié qu'elle était encore réelle. Et pourtant, elle ne pouvait pas partir. « Je n'ai nulle part où retourner, Antoine, » dit-elle doucement. « Je n'ai ni mère, ni père, ni personne qui m'attende. Mais malgré tout, je reste. Je reviens ici chaque nuit. Je chante, je parle. Je te raconte mes peurs, mes rêves. Et tu ne réponds pas. » Elle se leva lentement, se dirigea vers le coin de la chambre où elle gardait son sac à dos caché derrière un rideau. Elle en sortit un petit carnet à couverture bleue, à moitié écorné. À l'intérieur, des pages griffonnées avec des horaires, des observations, de petites phrases. 22h04. Froncement de sourcils, a duré 1 seconde. 21h58, rythme cardiaque a augmenté pendant la lecture. Pour R22, respiration plus profonde après la chanson. Elle a feuilleté le carnet. J'ai tout noté, parce que j'avais besoin de croire que ce n'était pas juste dans ma tête. Elle a pris une profonde inspiration. Une larme est tombée sur la page. La première depuis le matin. Tu es le seul qui ne m'a pas tourné le dos quand je parlais trop, qui ne m'a pas traité de folle, qui n'a pas essayé de me réduire à un poste. Elle se rassit, plus près de lui. Quand j'avais 7 ans, je dormais en ayant peur d'oublier mon propre nom. Personne ne m'appelait. Je me le répétais toutes les nuits, juste pour me souvenir que j'existais. Elle a posé son front sur le drap. Maintenant, chaque fois que je chante, c'est comme si je retournais à cet endroit, sauf que cette fois, je ne suis pas seule. Elle est restée silencieuse pendant quelques secondes. Puis, pour la première fois cette nuit-là, elle a commencé à chanter. Pas fort, pas de manière performative, juste elle et le souvenir. C'était la chanson qu'elle avait apprise avec Madame Geneviève, la femme du foyer. Celle du pain et des yeux bienveillants. Douce est la nuit où le monde se tait. Et seul celui qui s'en sait écouter. La mélodie était simple. Une berceuse inventée par quelqu'un qui n'a jamais eu de berceau. En chantant, les mots sortaient avec plus de douleur que de mélodie. Mais elle n'a pas arrêté. Au milieu de la chanson, elle a senti quelque chose d'étrange. Pas dans son corps, à lui, dans le sien, une chaleur dans la poitrine, une envie de continuer, même sans savoir pourquoi, même sans savoir si cela avait un sens. J'en ai marre d'être un écho, Antoine. Je veux être quelqu'un qui compte, ne serait-ce que pour une seule personne. Elle est restée là, assise, les yeux fermés, sentant son propre cœur battre la chamade. Le moniteur à côté restait stable, imperturbable, comme s'il ignorait tout. Mais elle le savait. Elle savait que, même si personne d'autre n'y croyait, il y avait quelque chose entre eux qui ne pouvait s'expliquer par des fils, des tubes ou des protocoles. Un espace où le silence était écoute, où le toucher était parole, et où, peut-être, l'amour n'avait pas besoin de mots. Avez-vous déjà eu l'impression de parler au monde et que personne ne répondait? Avez-vous déjà dû tout garder pour vous pour ne pas être traité de faible, de fou, d'exagéré? Si vous avez déjà pleuré en silence, commentez juste « oui ». C'est la seule façon que j'ai de savoir que vous êtes là, de l'autre côté, à ressentir avec moi. La nuit suivante, Élise est retournée dans la chambre, le cœur partagé entre la fatigue et l'espoir.
Elle ne savait plus si elle agissait par foi ou par entêtement. Mais elle était là, pour le 9e jour consécutif, avec les mêmes vêtements simples, avec les mêmes pas prudents, avec le même désir silencieux, que ce silence se brise. Ne serait-ce que pour une seconde. Antoine était toujours là, immobile. Mais peu à peu, elle avait commencé à le traiter comme quelqu'un de présent, pas comme un corps, pas comme un cas clinique. Quelqu'un. Cette nuit-là, elle a apporté une petite fleur qu'elle avait trouvée tombée dans le jardin. Un hibiscus rougeâtre. Elle l'a mise dans un petit verre à côté de son lit. Je l'ai trouvée jolie. Je trouvais que la chambre était trop froide. Elle a parlé sans attendre de réponse. Elle a arrangé les draps, vérifié les capteurs comme Julien le lui avait appris, et s'est assise sur la chaise. Elle a sorti le carnet bleu. À noter, mercredi, 21h13, fleurs sur la table de chevet. Peau un peu plus chaude. Elle a fermé le carnet et est restée silencieuse. Elle s'est souvenue de quelque chose dont elle ne s'était pas souvenue depuis des années. Quand elle avait 8 ans, au foyer, elle avait reçu une boîte de crayons de couleur. Une des éducatrices avait dit que c'était un don. Élise ne savait pas dessiner. Mais cette semaine-là, elle a dessiné tous les jours. Elle dessinait ce qu'elle voulait voir. Une maison, une véranda, un visage souriant. Une semaine plus tard, une des autres filles a déchiré tous ses dessins par jalousie. Élise n'a pas pleuré. Elle a juste arrêté de dessiner. Mais dans ce souvenir, elle a compris. Même si tout s'arrête, on continue de créer. Parce que ce qu'on ressent doit sortir d'une manière ou d'une autre. « J'aimerais te montrer ces dessins, Antoine, » dit-elle. « J'aimerais te montrer qui j'étais avant d'apprendre à me cacher. » Elle s'est approchée, s'est assise par terre, à côté du lit, appuyée sur le côté, comme une enfant cherchant un réconfort qu'elle n'a pas, et elle a commencé à chanter. C'était une chanson qu'elle avait inventée dans la rue, une nuit où un homme qui la suivait avait failli l'attraper. À l'époque, elle avait murmuré la mélodie juste pour dissimuler sa peur. Maintenant, elle chantait lentement, comme si elle se guérissait à chaque vers. Dans la rue sans nom, je me suis caché de la douleur, mais dans le son de ma voix, il y a encore de l'amour, et c'est à cet instant qu'elle l'a senti. Un contact, subtil, léger, comme une aile de papillon sur le dos de sa main. Elle a arrêté de chanter, a regardé. Sa main était toujours posée sur la sienne, mais pas comme avant. Maintenant, il y avait une intention. Elle a retenu son souffle. Antoine? Rien. Elle a serré en retour, doucement, de peur de briser le moment. Et puis, un second contact. Ce n'était pas un réflexe, ce n'était pas un spasme, c'était lui. C'était lui. Son sang se glaça, ses yeux s'embuèrent, son cœur s'emballa. Elle s'est agenouillée en face de lui, ses yeux étaient toujours fermés, mais il y avait une légère tension dans sa mâchoire, une quasi-expression. « Tu es là, n'est-ce pas ?» Il n'a pas répondu, mais la fréquence sur le moniteur a oscillé. Un son aigu, bref. Elle s'est assise lentement. Ils vont dire que c'était le hasard, un réflexe, une contraction musculaire. Elle a pris le carnet. À noter, 21h47, second contact, délibéré, synchronisé avec le contact. Après la chanson, elle a fermé le carnet fermement. Elle ne pouvait le dire à personne. Pas maintenant, Béatrice trouverait un moyen de la faire partir. Et elle ne pouvait pas partir. Pas maintenant. Pas alors que quelque chose commençait enfin à respirer dans l'endroit le plus improbable. Pendant les minutes qui ont suivi, elle n'a pas parlé. Elle est juste restée là, assise, à côté de lui, tenant sa main calmement, comme on garde un secret. Le silence de cette aube était différent. Ce n'était pas le vide de l'abandon, c'était le silence de quelque chose de nouveau qui naissait, et pour la première fois, Élise a senti que sa présence était ressentie, que sa voix n'était pas perdue, que quelqu'un, même prisonnier d'un lieu inaccessible, essayait de dire « Je t'entends ». Elle a posé sa tête sur la couverture, le visage tourné vers lui, les yeux fermés. « Si tu peux entendre, sache juste que je ne pars pas pour un contrat, pas par peur, mais parce que maintenant, elle aussi, elle revenait. » La nuit suivante, Élise est arrivée dans la chambre d'Antoine différemment.
Pas dans son visage, ni dans ses vêtements, mais dans sa façon de marcher. Moins d'hésitation, plus de présence. Quelque chose avait changé, pas en lui, pas encore, mais en elle. Elle savait que quelque chose s'était passé, elle l'avait senti, enregistré, vu. Et même si personne d'autre ne la croyait, pour la première fois de sa vie, cela ne l'empêchait pas de continuer. Elle s'est assise sur la chaise, pas avec le poids de quelqu'un qui se recroqueville, mais avec la légèreté de quelqu'un qui endure. Elle a ouvert le carnet, a noté la date, l'heure, a observé les battements, stables, un peu plus élevés que la norme. Elle a fait mine de chanter, mais a pris une grande inspiration avant. Elle voulait voir s'il réagirait même sans stimulus. Rien. C'était bien. Elle apprenait que les réponses ne venaient pas toujours tout de suite, mais elles venaient. Elle a pris un livre sur l'étagère de la clinique, un recueil de vieilles poésies. Elle a commencé à lire à voix basse. « Si je m'endors sans nom, crie le mien. » Car parfois, c'est le son de l'autre qui nous sauve de l'absence. Elle a fait une pause. C'est beau, n'est-ce pas? Elle n'attendait pas de réponse. Mais ses yeux ont cherché les siens quand même. Ils étaient fermés. Pourtant, il y avait quelque chose de différent. Une tension sur la paupière, comme s'il écoutait depuis l'intérieur d'un rêve. Lundi, pendant le changement de service, Julien l'a appelé discrètement. « Avez-vous remarqué quelque chose de différent ces derniers jours ?»« Peut-être. » Il a hoché la tête, regardant autour de lui. « Avez-vous du courage? Pourquoi faire? Pour continuer. Même si on vous traite de folle. » Elle a soutenu son regard. « On m'a traité de pire. » Julien a esquissé un sourire en coin, pour la première fois. « Alors n'arrêtez pas, mais faites attention, la maison a des oreilles. » Cette nuit-là, elle a écrit un poème pour Antoine. Un des rares moments où elle a eu le courage de créer quelque chose par elle-même. « Si je ne suis que silence, écoute-moi avec ton cœur. Si je ne réponds pas, c'est que la peur parle en premier. Mais si je touche ta main, c'est que je crois encore. » Elle le lui a lu, même en sachant que les caméras enregistraient peut-être. Mais maintenant, elle s'en fichait un peu. La vérité, c'est qu'Élise commençait à se transformer. Pas parce que quelqu'un lui disait qu'elle était importante, mais parce que, dans cette chambre, elle commençait à sentir qu'elle l'était. Antoine aussi changeait. Le 3e jour après le contact, ses doigts ont de nouveau bougé. Cette fois, plus longtemps. Elle a fait semblant de ne pas le remarquer devant les autres infirmières. Mais cette nuit-là, quand elle s'est retrouvée seule avec lui, elle s'est agenouillée à côté du lit. « Tu m'as encore entendu, n'est-ce pas ?» Et il a serré, subtil, mais ferme. Élise a commencé à partager avec lui non seulement des souvenirs, mais aussi des projets. Elle a parlé de l'idée de la bibliothèque pour les enfants des rues. Elle lui a dit qu'elle voulait reprendre ses études, mais qu'elle avait peur de ne pas être assez bonne. Elle a dit que, aussi étrange que cela puisse paraître, elle se sentait plus proche de lui que de n'importe quelle personne vivante qu'elle avait connue. Et il écoutait, pas avec des mots, mais avec sa présence. Chaque fois qu'elle parlait, ses signes vitaux oscillaient. Les capteurs le détectaient, mais personne ne commentait. Ou il ne voulait pas voir. Vendredi, Béatrice est apparue soudainement dans la chambre. « J'ai observé votre conduite. Quelque chose ne va pas. Vous passez trop de temps ici. Vous créez de l'intimité. » Élise a gardé un visage neutre. « C'est ce pourquoi vous me payez, n'est-ce pas? M'occuper de lui émotionnellement. » Béatrice a souri. « S'occuper n'est pas s'impliquer. N'oubliez pas, vous êtes une employée. Remplaçable. » Élise a souri en retour. « Nous le sommes tous. » Béatrice l'a dévisagé une seconde de plus. Puis elle est partie, sans dire un mot de plus. Cette nuit-là, Élise a eu peur, mais c'était une peur différente. Pas la peur d'être renvoyée, la peur que, si elle partait, Antoine s'éteindrait pour de bon. « Si tu es encore là, promets-moi une chose. » Elle a pris sa main entre les siennes. « Fais ce que tu peux pour rester. Pour toi, pour moi. Pour tout ce qui peut encore être différent. » Et alors, en guise de réponse, ses doigts ont bougé. Cette fois, avec plus de clarté. Et Élise a souri. Elle n'était plus la petite fille qui se recroquevillait dans le coin du foyer. Elle était la femme qui aidait quelqu'un à revenir. Et, dans le processus,
Elle revenait aussi à l'existence. Il était tard dans la nuit. Il pleuvait. Le son de l'eau qui coulait sur les vitres rendait la maison encore plus isolée du monde. Dehors, tout semblait dormir. Mais à l'intérieur d'Élise, rien ne se reposait. Elle sentait qu'elle était proche. Elle ne savait pas de quoi, mais elle le sentait. Antoine était différent cette nuit-là. Le visage plus chaud, la respiration un peu plus profonde. Le moniteur cardiaque oscillait à des intervalles irréguliers, mais constants. Élise observait les moindres détails, notait, attendait. Elle savait qu'elle devait agir, qu'elle ne pouvait plus faire semblant que ce n'était que son imagination, qu'elle ne pouvait plus être prudente. Ce qui se passait était réel. Mais la peur l'était aussi. Cet après-midi même, Béatrice avait fait quelque chose d'inattendu. Elle lui avait tendu une enveloppe. « Vous avez rempli votre fonction », avait-elle dit. « Vous pouvez partir demain. Le paiement final est là. » Élise n'a pas répondu, n'a pas ouvert l'enveloppe. Mais elle a su que ce n'était pas une invitation, c'était un avertissement. Quelqu'un là-bas avait remarqué ce qu'elle faisait et voulait couper le fil. Elle a passé le reste de la journée à se demander « Et si je pars ? Qui d'autre restera avec lui ? Qui saura qu'il a essayé de revenir ?» Cette nuit-là, elle a décidé qu'elle ne partirait pas sans avoir vraiment essayé. Une dernière fois, avec tout ce qu'elle avait. Elle a pris une profonde inspiration, a arrangé les oreillers, a fermé la porte, a éteint la lumière principale. Seule la petite lampe du coin restait allumée, projetant des ombres douces sur les murs. Elle s'est approchée du lit, s'est assise, a pris le carnet bleu, l'a ouvert à la dernière page blanche, mais n'a pas écrit, l'a refermé, a posé le carnet sur la table de chevet, a pris sa main entre les siennes, a senti la peau chaude, vivante. « Tu entends cette pluie dehors, Antoine ?» Pause. Ça ressemble au bruit qu'elle faisait sur le toit du foyer. J'avais peur, mais je faisais semblant que non. Parce que si tu montrais ta peur, quelqu'un te faisait pire. Elle a souri, triste. Je crois que j'ai passé ma vie à essayer de ne pas paraître effrayée. Et maintenant, ici avec toi, je peux l'admettre. J'ai peur, oui, de partir, de te laisser, que tu ne reviennes jamais, de m'être tout inventé. Elle a respiré, a senti ses yeux piquer. Mais même avec la peur, je suis là. Elle s'est levée, a rapproché le fauteuil du lit, s'est assise en face de lui. Ce soir, ce sera différent. Ce soir, je ne vais pas chanter, ni lire de la poésie, ni faire semblant que ce n'est qu'un travail. Elle a sorti un petit enregistreur de poche, du genre de ceux qu'on trouve sur les marchés, a appuyé sur le bouton rouge et a commencé à parler. Ceci est l'enregistrement de la dernière tentative. Je m'appelle Élise. Je suis la femme dont on a dit qu'elle ne servirait à rien d'autre qu'à obéir en silence. Celle que vous pensiez pouvoir acheter avec une enveloppe. Elle a regardé Antoine. Mais aujourd'hui, je suis ici en tant que quelqu'un qui sait qu'elle est face à un miracle, que personne ne voit, que personne ne veut voir, mais qui est réel. Elle a serré plus fort sa main. Antoine, si tu es là, même dans un coin sombre de ton esprit, j'ai besoin que tu m'écoutes maintenant. Elle a fermé les yeux. Tu te souviens de la fleur que j'ai laissée ici? Tu ne l'as pas vue, mais peut-être que tu as senti son parfum. C'était un hibiscus. On dit que c'est la fleur de la résilience, de la renaissance. Elle a inspiré profondément. Si tu peux revenir, reviens maintenant. Donne-moi un signe, un son, un mouvement, n'importe quoi. Silence. Elle a attendu. Rien. Les secondes semblaient des heures. La pluie dehors s'intensifiait, les fenêtres vibraient. Elle a lâché sa main, a baissé la tête. Des larmes ont coulé. 1, 2, 3. Sans contrôle, sans voix. Pardonne-moi si j'ai trop cru. Mais alors, un son. Pas de la pluie, ni du moniteur. Un soupir. Elle a levé les yeux. Antoine avait bougé les lèvres. Antoine? Elle s'est approchée. Son visage avait changé. Il n'était plus neutre. Sa paupière gauche tremblait. Sa mâchoire se contractait légèrement. Elle a saisi son bras. Antoine, c'est moi, Élise, je suis là. Et soudain, ses doigts ont serré les siens. Fermement. Le moniteur s'est affolé. Le rythme cardiaque s'est accéléré.
La fréquence cérébrale a grimpé. « C'est vraiment toi ?» a-t-elle murmuré, y croyant à peine. Ses paupières ont commencé à s'ouvrir, lentement, comme quelqu'un qui sort d'un sommeil de 1000 ans. Ses yeux bruns se sont révélés, confus, faibles, mais vivants. Il a cligné des yeux, a regardé autour de lui, puis a fixé son regard sur elle. Ils sont restés ainsi pendant quelques secondes. Un monde entier tenait dans ce silence. Puis il a parlé, la voix faible, rauque. « Tu chantais pour moi ?» Elle a retenu un sanglot. Mais il était trop tard. Oui, toutes les nuits, jusqu'à aujourd'hui. Il a fermé les yeux, une larme a coulé. Je t'entendais, mais je ne pouvais pas revenir. C'était sombre, mais ta voix me tirait. Elle a posé son front contre le sien. Leurs larmes se sont mélangées. Tu es revenu, Antoine, tu as réussi. Il a essayé de sourire. Ce n'était pas parfait, mais c'est sorti. C'est toi qui m'as ramené. Elle a serré sa main plus fort. Maintenant, c'était réel. Plus un soupçon, plus une intuition, plus de silence. Antoine était réveillé. Et la seule chose qui avait traversé les murs de l'inconscience avait été la voix d'une femme que le monde entier avait appris à ignorer. L'horloge numérique au mur indiquait 3h17 du matin quand Julien est entré dans la chambre. Il s'est arrêté à la porte, figé. Antoine avait les yeux ouverts, faible, oui, mais vivant. Et Élise lui tenait la main comme si elle tenait sa propre âme. « Julien, dit-elle, la voix tremblante, il est revenu. » L'infirmier n'a pas bougé pendant quelques secondes. Puis, il est entré, s'est approché lentement et a vérifié les signes vitaux. Il a tout confirmé. Les battements, l'activité cérébrale, les réflexes. Antoine a cligné des yeux, a tourné légèrement la tête dans sa direction. « Vous êtes l'infirmier. » Julien s'est reculé, un peu tremblant. Il n'avait jamais vu ça de toutes ses années de métier. « Je vais appeler le médecin de garde. »« Attendez !» a plaidé Élise. « Vous savez ce qui va se passer si Béatrice l'apprend avant l'heure. » Il s'est arrêté. « Elle a déjà essayé de vous faire partir. Maintenant, avec lui réveillé, elle dira que c'est une coïncidence, qu'il allait se réveiller de toute façon. Et elle essaiera peut-être de l'empêcher de dire quoi que ce soit. » Élise a hoché la tête. Antoine, avec effort, a murmuré. « Ils ont menti. »« Sur quoi ?» a demandé Julien. « Sur tout. Mon accident. Le testament. » Les soignantes précédentes, sa voix s'est éteinte, fatiguée. L'effort était évident. Julien a pris une profonde inspiration. « J'enregistre tout. J'ai des caméras de sécurité interne qui ne sont pas sur le plan officiel. Je les ai installées moi-même après la disparition de Marina. Il ne manque qu'une chose. » Il a regardé Élise. « Quelqu'un qui ait le courage de tout exposer. » Élise n'a pas hésité. « Je l'ai. » Le lendemain matin, la nouvelle a commencé à circuler en interne. Antoine de La Fontaine présentait des signes de conscience. Le médecin responsable, pressé par l'épreuve, a programmé un examen immédiat. Béatrice est arrivée avant midi. Elle est entrée dans la chambre comme une tornade souriante. « Élise, on m'a dit qu'il y a eu une réaction. Quelle merveille, enfin un progrès !» Mais en voyant Antoine réveillé, la regardant droit dans les yeux, son expression s'est figée une seconde. « Bonjour, Béatrice, » dit-il, la voix basse mais ferme. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle s'est approchée de lui, a esquissé un sourire. « Mon amour, tu es revenu. C'est un miracle. » Antoine n'a pas répondu. Il a regardé Élise, puis Julien, puis a de nouveau fixé ses yeux sur elle. « Tu savais que j'entendais. » « Bien sûr que non, dit-elle, théâtrale. Si j'avais su. Tu me gardais ici, en silence, en m'effaçant presque. » Elle a reculé d'un pas. « Antoine, tu as subi un traumatisme, et tu es encore confus. »« Non, je ne le suis pas, a-t-il dit. Et si tu essaies de me faire taire à nouveau, maintenant, des gens écoutent. » Béatrice a quitté la chambre sans un mot de plus. Cet après-midi-là, la vidéo de la caméra de sécurité de la chambre, installée par Julien, cachée dans l'abat-jour, a été remise à l'avocat qui était encore fidèle à la famille d'Antoine. La vidéo montrait clairement la première réaction, le premier mouvement, la voix d'Élise, ses paroles. 24 heures plus tard, les journaux ont commencé à titrer «
Héros silencieux, un millionnaire se réveille après presque un an, grâce à la voix de son aide-soignante émotionnelle. Élise Moreau, ancienne sans-abri, reconnue comme la clé de la guérison de l'héritier pharmaceutique. En peu de temps, le manoir est devenu le théâtre de journalistes, de caméras, de spéculations. Béatrice s'est cachée à l'étage. Chloé, la fille, a tenté de démentir les nouvelles, a dit que son père allait déjà mieux avant l'arrivée d'Élise. Mais la vidéo ne laissait aucun doute. Élise a été sollicitée pour des interviews. Elle les a toutes refusées, a dit qu'elle ne voulait pas la célébrité, juste qu'Antoine aille bien. Pendant ce temps, Antoine, même encore faible, a commencé à écrire, a demandé du papier, un stylo, et a commencé à documenter tout ce dont il se souvenait. Les conversations entendues dans le coma, les intentions de sa femme, le silence forcé, les soignantes qui avaient disparu. Un par un, les noms refaisaient surface. Marina, la première, disparue. Cynthia, envoyée dans une clinique psychiatrique sans diagnostic. Toutes écartées. L'enquête a été rouverte. Une semaine plus tard, Béatrice a quitté la maison. Elle est partie avec un avocat, sans bagage, sans déclaration. Elle n'a plus jamais été revue par le personnel. La dernière nuit de ce cycle, Antoine a demandé à rester seul avec Élise. Il était encore alité, mais ses yeux avaient plus de lumière. « Tu sais ce qui me ramenait chaque fois que j'entendais ta voix ?» Elle n'a pas répondu. Elle attendait. C'était la façon dont tu parlais. Sans t'expliquer. Sans essayer de prouver quoi que ce soit. Elle a souri. C'est la seule façon que je connaisse. Quand tout est devenu sombre, ta voix était comme un fil, et chacun de tes mots était une main qui tirait mon corps vers la vie. Elle a pris sa main. Je voulais juste que quelqu'un m'écoute. Et je t'ai écouté, a-t-il dit. Même quand je ne pouvais pas répondre, les deux sont restés en silence. Mais cette fois, ce n'était pas un silence de douleur. C'était un silence de victoire, pas bruyante, pas télévisée, mais réelle. Le lendemain matin, Antoine a tenu à faire une déclaration officielle, entouré de médecins, d'avocats et de journalistes. Mais quand ce fut son tour de parler, il a désigné Élise. Tout ce que j'ai à dire, elle l'a déjà dit, quand personne ne voulait écouter. Le monde qui avait un jour ignoré Élise écoutait maintenant. Et ceux qui avaient tenté de réduire son existence au silence devaient maintenant faire face à l'écho que sa présence laissait. Élise n'a jamais été le genre de personne que les histoires mettent habituellement au centre. Elle était la figurante silencieuse à l'arrière-plan, celle qui nettoie le sol, sert le café, disparaît avant le générique de fin. Mais dans cette maison, face à un homme dans le coma, sans qu'il dise un seul mot, elle a tout changé. Et elle l'a fait en étant exactement qui elle a toujours été, sans applaudissements, sans CV, sans approbation. Elle a compris là, pour la première fois, qu'exister avec vérité est un acte de résistance, et qu'il y a quelque chose de plus fort que d'être entendu, c'est de continuer à parler même quand le monde entier fait semblant que vous n'avez rien dit. Parce que quand personne n'attend rien de vous, chaque geste devient un miracle. La plus grande leçon qu'Élise a tirée de ces jours n'est pas qu'elle a sauvé un homme riche, c'est qu'elle s'est sauvée elle-même en choisissant de rester. Elle aurait pu partir, elle aurait pu ouvrir l'enveloppe, prendre l'argent et disparaître comme les autres. Mais elle est restée, même quand elle a eu peur, même quand elle a été humiliée, même quand elle a cru qu'elle devenait folle. Elle est restée, parce que rester était la seule façon de ne pas disparaître à nouveau. Et Antoine, en se réveillant, n'a pas seulement ramené sa propre conscience, il a apporté la preuve silencieuse que l'affection est plus puissante que le mépris, que la présence guérit là où la médecine échoue, et que oui, l'âme écoute même quand le corps est silencieux. Élise a appris que la dignité ne vient pas de ce qu'on vous donne, elle vient de ce que vous n'abandonnez pas d'être, même quand personne ne vous choisit, même quand personne ne vous écoute. Même quand on vous dit que vous êtes remplaçable. Elle n'avait plus besoin d'un public, ni d'approbation, ni d'un oui à la fin de chaque phrase. Elle avait besoin, et maintenant elle le savait,
juste d'une raison pour continuer à exister avec intégrité. Et parfois, la raison se trouve dans la main qu'on tient, dans l'histoire qu'on raconte, dans la fleur qu'on laisse à côté du lit de quelqu'un que le monde entier a déjà abandonné. Le monde peut essayer de réduire au silence ce qui est petit, ce qui est invisible, ce qui n'a ni nom ni prénom. Mais il ne peut pas effacer ce qui est vrai, parce que le vrai résiste, même dans le noir, même seul, et quand il trouve quelqu'un prêt à rester, il se remet à briller. 2 mois après le réveil d'Antoine, le manoir était méconnaissable. Le portail principal, autrefois fermé au monde, s'ouvrait désormais chaque semaine à un groupe d'enfants d'une association locale. Les salles silencieuses se sont remplies du son de petits pas, de rires timides et de voix curieuses qui posaient des questions sur tout. À l'endroit où Élise s'asseyait chaque nuit, il y avait maintenant une étagère de livres, petite, mais pleine de titres pour enfants, éducatifs, colorés. Et parmi eux, un carnet bleu, avec les notes originales conservées sous plastique, comme symbole de tout ce qui a commencé là. Élise n'a jamais voulu la célébrité, ni un poste, ni plus d'argent que nécessaire, mais elle a accepté une invitation d'Antoine. Coordonner le nouveau projet social de la famille, axé sur l'alphabétisation émotionnelle et l'écoute active des jeunes en situation de vulnérabilité. Ils ont appelé le projet La Fleur au Chevet, son nom, son idée. Antoine était toujours en rééducation. Il réapprenait à marcher, à manger de ses propres mains. Mais il tenait à être présent aux rencontres, ne serait-ce que pour une demi-heure. Si je suis revenu, c'est parce que quelqu'un est resté quand tout le monde était parti, disait-il à ceux qui lui posaient la question. La presse s'est désintéressée avec le temps, comme toujours. Mais pour ceux qui ont tout vécu de l'intérieur, ce n'était jamais un sujet jetable. C'était une vie qui a changé. Et d'autres qui ont commencé à changer grâce à cela. Béatrice, personne n'a plus entendu parler d'elle. La dernière nouvelle était qu'elle avait quitté le pays avec un nouvel avocat et un nom de famille différent. Aucun procès n'a été mené à son terme. Aucune accusation officielle n'a prospéré. L'argent sait toujours se cacher. Chloé, la fille d'Antoine, est apparue une fois pour signer des documents avec son père. Froide, formelle. Elle a rempli son rôle et est partie sans regarder Élise, peut-être par honte, peut-être par une arrogance intacte. Et Élise, elle n'est pas devenue une célébrité, elle ne l'a pas voulu. Mais elle est devenue quelque chose de bien plus grand, une référence, pour les filles qui, comme elle, pensaient n'exister que tant qu'elles obéissaient. Pour les garçons qui ont appris à se taire avant même d'apprendre à parler, pour tous ceux qui vivent dans l'espace entre l'abandon et l'espoir. Aujourd'hui, elle marche avec plus d'assurance. Elle regarde dans les yeux. Et quand on lui demande qui elle est, elle répond calmement « Je suis celle qui est restée ». Parce que parfois, rester est l'acte le plus révolutionnaire qu'on puisse commettre. Et à cause de cela, d'autres voix ont commencé à être entendues. Même celles que le monde a tenté d'effacer. Si cette histoire vous a touché, si à un moment donné vous avez eu la gorge nouée, laissez un like. C'est la plus belle façon de me dire que ça valait la peine de la raconter. Maintenant, dites-moi, de quelle ville ou de quel pays regardez-vous? Je lis tout, vraiment. Et je réponds avec attention à ceux qui commentent. Et si vous croyez au pouvoir d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne. Ça ne fait que commencer, et chaque abonnement me donne la force de continuer. Ne partez pas maintenant. Choisissez une des histoires à l'écran, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.